Vous écoutez la version courte de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur mon invité, une version longue est également disponible. Et si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Bonne écoute. Bonjour Ariane Grimbach. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Ariane, j'ai 53 ans. Je suis diététicienne en libéral à Paris depuis une douzaine d'années maintenant. Je crois que, si je remonte, j'ai toujours aimé manger. J'arrive pas à dater ça, mais j'ai souvenir que j'ai toujours été gourmande. Donc, comme je le disais, on mangeait bien chez moi. Après, quand j'ai été étudiante ou à la fin de mes études, on allait avec des amis au restaurant, on commençait à sortir à Paris. Et je me souviens effectivement de l'importance de bien manger, mais vraiment dans un sens de plaisir et de gourmandise. C'était vraiment ça qui m'intéressait à l'époque. Mais ça veut dire que quand vous avez fait votre bilan de compétences, vous n'aviez pas forcément... Enfin, c'était très ouvert comme bilan. Un petit peu avant le bilan de compétences, j'avais quand même identifié que ça m'intéressait. J'avais eu sans doute comme beaucoup de personnes, un vague projet très éphémère et irréaliste d'ouvrir un salon de thé, quelque chose comme ça. Mais pas plus que ça. Et quand j'ai fait le bilan de compétences, j'avais pas pris ça en compte. J'étais plutôt partie... J'avais identifié que ce qui m'intéressait, c'était l'humain. Et j'ai déroulé des métiers et je suis tombée sur diététicienne. Et vraiment, ça a été eureka. J'ai trouvé. La révélation. Et voilà, la révélation, c'est-à-dire qu'en fait, ce que moi, j'avais pas consciemment intégré, c'est-à-dire... Je devais connaître le mot diététicienne, mais j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Mais le fait de m'intéresser à la nourriture et m'intéresser à l'humain, j'avais pas du tout consciemment connecté ça. Mais en fait, en voyant le mot, ça s'est connecté. Ouais. Et je me suis dit, mais génial, ce métier, ça va être l'humain et l'alimentation. Et à partir de là, ça a été vraiment une évidence. Alors, dans votre pratique, vous prenez la diversité corporelle et l'acceptation de soi. Est-ce que c'est cette conception des choses, comment est-ce que c'est venu dans votre pratique ? Avant de me lancer dans le BTS, je savais déjà que je voulais être dans une pratique anti-régime. En fait, je fais partie d'une association qui s'appelle le GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui justement est dans cette approche anti-régime. On travaille à déconstruire l'idée de régime et de restriction. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu progressivement par le travail avec mes patients, par le fait de voir à combien ça les rendait malheureuses, l'obsession de la minceur, et puis après par des lectures, par des rencontres, et donc je suis restée dans cette conception anti-régime, et je pense que je l'ai enrichie maintenant de tout un travail sur comment vivre mieux en harmonie avec son corps, quel qu'il soit, de lutte contre la grossophobie. Petit à petit, j'ai compris la complexité de la relation à la nourriture et tout l'aspect à la fois psychologique, mais aussi économique, sociologique, familial, et puis même l'aspect aujourd'hui, je dirais politique, féministe. Oui. Donc il y a toutes ces notions-là aussi sur lesquelles je travaille maintenant, qui est effectivement d'expliquer toute cette question aussi de marché et de business, de la question de la minceur et tout ce qu'on peut vendre aux femmes pour les mettre en insécurité par rapport à leur silhouette et leur vendre tout un tas de choses pour atteindre une silhouette rêvée. Donc ça, c'est des choses que je conscientisais peut-être pas autant au départ et qui forcément contribuent aussi à enrichir et complexifier ma pratique. Et votre compte Instagram notamment est une mine d'or pour retrouver des bonnes adresses à tester. Je me demandais en fait comment ce côté gourmet, gastronome que vous avez, vous aide dans votre pratique. Ça fonctionne un petit peu dans les deux sens, je pense. Alors, et je dirais que mon métier m'a permis de rentrer de façon plus légitime, si on peut dire, dans le milieu de l'alimentation, de la gastronomie. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce monde-là. Et donc ça m'intéresse d'autant plus d'aller comprendre comment ça fonctionne. Il y a des personnes, des patientes qui suivent mon compte Instagram, donc je dirais que ça valide mon intitulé de diététicienne gourmande et donc ça rassure des personnes qui viennent me voir et qui sont gourmandes et qui n'ont pas envie d'aller voir une diététicienne qui les priverait. Donc je dirais que ça contribue un petit peu à mon image, si on peut dire. Et puis, je dirais qu'il y a une espèce d'aller-retour aussi dans l'observation un petit peu des tendances d'évolution de l'alimentation. C'est-à-dire que moi, je vois par à la fois mes lectures, les demandes de mes patientes que
par exemple, il y a de plus en plus de gens qui vont aller vers une alimentation plus végétarienne, par exemple. Oui. Et du coup, ça m'intéresse de voir aussi, en parallèle, comment les restaurants vont évoluer vers ça, de voir éventuellement de leur faire des appels du pied pour qu'ils avancent, ou de voir comment se passe, comment les choses évoluent. Donc je dirais que les deux se nourrissent de façon réciproque, et puis entretiennent mon goût de toutes les dimensions de l'alimentation. Et d'ailleurs, en termes d'évolution, ces dernières années, on entend beaucoup plus parler des intolérances alimentaires, des allergies alimentaires. Est-ce que vous le ressentez dans votre pratique? C'est-à-dire, est-ce que vos patientes viennent avec ces problématiques en tête? Tout à fait. Je dirais que la majeure partie des personnes qui viennent me voir viennent pour perdre du poids, même si elles ne veulent pas perdre du poids avec un régime. Il y a des personnes qui viennent me voir pour faire la paix avec la nourriture parce qu'elles se rendent compte à quel point ça occupe leur pensée et c'est obsessionnel. Mais il y a aussi des personnes qui viennent pour des problèmes de confort digestif, d'incompréhension de pourquoi elles ont des difficultés digestives. Et là-dedans, il s'agit de démêler les croyances, les modes et puis la réalité de ce qui peut créer ces inconforts. Donc moi, je continue beaucoup à lire, à me former justement parce qu'il y a beaucoup de recherches sur ces domaines-là pour accompagner les personnes, mais justement en n'étant pas dans l'idée le gluten c'est mal par exemple. Oui. Ça, je lutte beaucoup contre cette idée, mais d'expliquer les problèmes qu'il peut y avoir avec le gluten, les problèmes qu'il peut y avoir avec le lait, mais sans jamais diaboliser les choses, en expliquant pourquoi ça peut créer des difficultés, et en accompagnant la personne, toujours avec l'idée qui est extrêmement importante pour moi, que chaque personne est différente. Ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Je trouve qu'il y a une sorte de pression croissante sur le fait de l'importance de manger sainement. Généralement en disant non, c'est pas un régime, c'est manger sainement, c'est pour être en bonne santé. Alors bien sûr, il y a eu plein de scandales dans l'industrie agroalimentaire qui contribuent à une vraie méfiance vis-à-vis de la nourriture. Est-ce que comment ça se ressent dans votre pratique, chez vos patients? Mais vous avez tout à fait raison. Alors, je dirais qu'il y a un peu une double pression, c'est-à-dire que la pression quand même à la minceur, elle n'a pas disparu. Et il y a en plus maintenant une pression à la santé qui vient en plus. Alors, il y a plusieurs choses. Des fois, c'est un habillage de la perte de poids. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire faut manger sainement ou faire une détox, etc. Mais derrière, il y a la promesse quand même que vous allez perdre 3 ou 5 kilos. Il y a aussi la question, qui malheureusement est vraie dans d'autres domaines de l'alimentaire, d'être dans les extrêmes. C'est-à-dire, effectivement, on est allé trop loin dans l'artificiel, l'industrialisation, donc on revient complètement dans l'extrême inverse de dire faut revenir au paléolithique ou à une époque où on mangeait rien de transformé. Donc ça me paraît excessif, et moi je défends plutôt une voie du milieu. Et puis je lutte un peu contre l'idée, ça rejoint ce qu'on disait avant sur par exemple le gluten, que sain égale sans. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord pour que chacun décide de sa façon de manger, et chaque personne est libre, mais j'aime pas qu'on fasse du prosélytisme à dire voilà comment il faut manger pour être en bonne santé. Parce que la santé c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et c'est pas parce que on va arrêter le gluten ou le gras ou le sucre qu'on va forcément être en meilleure santé, et qu'il y a plus une question, je dirais, à la fois d'écoute de soi, de modération à avoir. Donc c'est plutôt ça qui me paraît être un problème. L'autre problème qui peut exister, c'est quand ça devient obsessionnel. Et ça passe à ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire l'obsession de manger sain, qui devient quelque chose qui gâche un peu la vie, parce que si on est vraiment obsédé par le fait de bien manger, on veut absolument tout maîtriser, et donc on va plus pouvoir aller au restaurant, aller chez des amis. Alors Ariane, on va passer à la deuxième partie de l'interview, qui est consacrée à la place des femmes dans le milieu de la gastronomie et à la vision que vous en avez. Je vais commencer par vous demander si le fait d'être une femme, ça a eu, selon vous, une influence, une incidence sur votre parcours professionnel. À titre personnel, je ne crois vraiment pas. Même si quand je suis rentrée à Air France, je crois que j'ai appris un peu après que les filles étaient moins payées que les garçons, que les hommes,
il y a une réalité d'inégalité dans le monde de l'entreprise, mais je ne l'ai pas subi personnellement. Et là, je vais faire appel à votre œil aiguisé autour de la gastronomie. Enfin, je sais que vous suivez donc ce qui se passe dans le milieu de la restauration. Est-ce que vous avez l'impression que la place des femmes évolue dans cette sphère-là ? Je pense que ça évolue peut-être un tout petit peu, très très doucement. Je pense que c'est un monde très compliqué, très fermé, quand même majoritairement masculin, la gastronomie. Et les femmes, elles subissent un peu la double peine des violences et du sexisme. Et donc c'est terrible. Et je crois que là où on progresse un tout petit peu, c'est le fait d'en parler plus. Il y a ce compte Instagram, Je dis non chef, ouais. Enfin, c'est absolument monstrueux ce qu'elle raconte. Enfin, c'est complètement fou. Mais donc je pense que il y a un peu plus de transparence, il y a quand même, alors j'ai pas du tout de données, mais je pense peut-être un petit peu plus de femmes chefs, un peu plus de femmes qui ont leur restaurant, donc qui ont peut-être une autre approche du management et de la façon dont elles ont envie de travailler. C'est ce qui est difficile dans des métiers quand même qui vivent un peu sur eux-mêmes, c'est le fait d'arriver à déconstruire des modes de fonctionnement et à mettre en place autre chose et pas reproduire ce qu'on a vu. Et la difficulté qu'il y a aussi, dont j'ai déjà entendu des gens parler, c'est que, par rapport à cette question de transparence, c'est que comme c'est, en tout cas, par exemple dans une ville comme Paris ou en France, ou dans un métier je dirais où on veut être vraiment dans la gastronomie, c'est que comme c'est un milieu très fermé, on a peur de se faire griller si on dit quelque chose. Absolument. Et donc ça, je pense que ça bloque aussi beaucoup de personnes qui auraient des choses à dire. Donc je pense que ça avance millimètre par millimètre. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait ? Je pense que c'est, que ce soit pour faire ce métier ou un autre, c'est très important d'écouter son intuition. C'est-à-dire qu'on peut rationaliser, voir le pour et le contre, et l'envie, pas envie, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on ressent, et de ressentir vraiment ça, je sens que c'est fait pour moi, ça c'est une première chose. Et je crois vraiment beaucoup au pouvoir de l'intuition. L'autre chose, c'est d'essayer de se renseigner sur comment, ce dont vous parliez tout à l'heure, comment ça se passe des journées en quotidien, c'est-à-dire que comment on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on aime faire dans une activité, est-ce qu'on a besoin de travailler en équipe, est-ce qu'on est plutôt solitaire, est-ce qu'on a envie d'être dans l'accompagnement, est-ce qu'on a envie d'être plus dans des métiers plus créatifs. Enfin, je pense que c'est important de voir ce qu'on aime vraiment faire et puis voir si ça match avec ce métier. Vraiment, donc, se connaître et s'écouter, c'est ça qui me paraît important. Un grand merci Ariane Grumbach. Merci, c'était avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Vous avez écouté la version courte de l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur mon invité, une version longue est également disponible. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.